Alors, bonjour les amis, ou bon après-midi. Chez nous, ici, il est 12h57, c'est-à-dire que dans 3 minutes, il sera 13h. Alors, on va voir ça avec lui. On va ranger. Alors, comme ça, on essaie de. Vous pourrez regarder ou alors voir mon visage. Alors, les amis, c'est juste une petite communication. Vous-même, vous constatez que c'est inhabituel que nous nous parlions à des heures pareilles. Jacques Essomba, pardon, bonjour, depuis Bruxelles, Vincent Le Paul. Henri Zobo, ATD. Alors, les amis, juste un bref point. Peut-être qu'on se reparlera plus tard en journée ou demain, mais un bref point de communication pour vous indiquer que l'heure est grave. L'heure est grave parce que on nous indique que désormais Paul Biya euh, est cloué dans un fauteuil roulant. C'est des communications que vous nous envoyez, chose pour laquelle nous vous remercions et on vous salue infiniment. Voilà. Donc, Paul Biya serait désormais cloué sur un fauteuil roulant. Alors, je lis le texte, on dit, c'est un des secrets les mieux gardés au Cameroun. L'information est donnée par un lanceur d'alerte. Le président de la République, Paul Biya, n'est plus en mesure de se déplacer à ses deux pieds. Le chef de l'État, âgé de 92 ans, enfin, il aura 92 ans le 13 février 1933 pour être exact, donc dans quelques 2 mois, mais ça change rien. Il vit désormais dans un fauteuil roulant. Pour l'instant, c'est l'un des secrets les plus gardés, les mieux gardés au Cameroun. Le président de la République, Paul Biya, a perdu toute une grande partie de sa mobilité. Plus d'un observateur aura pu constater qu'à son retour au Cameroun le 21 octobre dernier, 2024 donc, Paul Biya avait eu droit à un protocole d'accueil très allégé. J'ai lu le test d'un testo. Si officiellement l'absence du Premier ministre Diongote était liée à sa participation au sommet du Commonwealth, ce qui était vrai, celle du président du Sénat, Nyan Gifendi, euh, qu'est-ce qu'on dit, et du président de l'Assemblée nationale, que vous voyez ici, n'étaient pas, pardon, étaient liés à leur état de santé respectif. La situation arrangeait également le protocole d'État qui ne tenait pas à ce que les images d'un Paul Biya incapable de marcher sur 10 mètres puissent faire le tour des réseaux sociaux et des chaînes de télévision. Dans sa résidence, Paul Biya est sous fauteuil roulant et a perdu 95% de sa mobilité. Tout a été mis en œuvre pour que peu de personnes puissent avoir accès à lui et constater son état de fragilité. 91 ans, Paul Biya souffrait depuis des années d'un problème de genoux. Souffrait depuis des années d'un problème de genoux. Les médecins sont arrivés à plusieurs reprises au Cameroun pour s'enquérir de la situation. Sauf qu'au cours des derniers mois, la situation s'est aggravée. Pendant son séjour à Genève, le chef de l'État en a également profité pour se faire opérer du genou. Les médecins avaient recommandé qu'il puisse se reposer avant de voyager, car il était dans l'incapacité de marcher. Les apparitions publiques de Paul Biya seront désormais exceptionnelles pendant un bon bout de temps. Le temps qu'il puisse éventuellement se remettre sur ses deux pieds et tenir longuement debout, ce qui n'est pas évident pour un homme de son âge. Mais Paul Biya tient à son image et au mythe du président Joshua Gara et d'immortalité qu'il a construit autour de son personnage. Il ne souhaite donc pas être vu par les Camerounais en fauteuil roulant. Candidat à sa propre succession dans le cadre de l'élection présidentielle de 2025, Paul Biya pourra donc être un candidat fantôme. Euh, Ce à quoi on a déjà assisté par le passé, en effet, on a vu des cas de Bouteflika en Algérie et bien d'autres. Voilà. Alors, candidat à sa propre succession, disais-je, ce sera un candidat fantôme. Ce qui n'est pas nouveau. Au cours de la dernière élection présidentielle 2018, il n'était apparu qu'une seule fois. Au nord, il avait fait un discours qui avait duré moins de 12 minutes. Le reste du temps, cloîtré dans sa résidence. En 2025, Paul Biya ne pourrait faire aucune apparition. Il devra compter sur des solides lieutenants pour faire campagne pour lui. Paul Biya ne serait pas le premier chef d'État à être sous fauteuil roulant en fin de carrière. En Algérie et au Zimbabwe, Abdelaziz Bouteflika et Robert Mugabe ont également fini leur vie sous fauteuil roulant. Alors, ce qui nous intéresse, ce n'est pas tant qu'ils soient dans ces situations. Ce qui nous intéresse, comme je l'ai souvent dit ici, euh,
sa situation personnelle a une incidence sur la vie des Camerounais, sur la marche du pays. Le pays est à l'arrêt, suspendu aux aléas de sa condition de santé. Voilà. On nous apprend, je salue Eleonore Matouane qui nous arrive à l'instant, on nous apprend que Paul Biya est désormais cloîtré sur un fauteuil roulant. Et c'est pour ça qu'on n'a pas voulu nous montrer les images. Il n'a pas daigné se déplacer vers ses supporters, pourtant venus l'accueillir nombreux, parce qu'on cachait cette situation. Nous savions depuis des années que Paul Biya était réduit à un stade infantile. On s'occupe de lui, comme vous voyez ici à l'image. Il se comporte comme un automate. On doit lui soulever les mains pour qu'il salue les gens. Et on était au courant de sa situation de fragilité. Mais encore une fois, ce n'est pas pour le moquer. On ne se moque pas des vieillards en Afrique. Mais quand ça ne va pas, retirez-vous. Parce que vis-à-vis de la loi, c'est-à-dire la loi fondamentale, la Constitution, euh, ils ont triché pour gagner des élections. Ils trichent encore en violant la Constitution pour se maintenir illégalement au pouvoir. Voilà le président du Conseil constitutionnel. Lui-même est en incapacité physique. Regardez le président de l'Assemblée nationale. Il n'est pas au Cameroun, il est très très malade. Il parle à peine. Regardez le même président du Sénat. Je parlais de l'Assemblée nationale à tort. Niad n'est pas président de l'Assemblée nationale, il est président du Sénat, nommé par Paul Biya. Euh, il est en pleine incapacité. Et ça nous ramène à ce que Jacques Chirac disait naguère à ce conseiller que vous voyez, Michel Dupuche. Apercevant Biya dans un sommet international, il a dit à son ami, mais comment fait-il pour gouverner un pays aussi complexe en s'y consacrant aussi peu? Donc, ce qui nous intéresse, et c'est pourquoi j'ai tenu à vous faire cette communication dès que nous avons appris qu'il est en situation de fauteuil roulant, euh, il est en train de violer la Constitution. Vous allez me dire qu'il a toujours violé cette Constitution en trichant les élections, en tripatouillant la Constitution, notamment en faisant sauter le verrou interdisant euh, la limitation enfin, situant la limitation de mandat. Alors, il le fait maintenant pour se maintenir au pouvoir. Oui, des gens ont glosé, ouais, voilà la limite au-delà de laquelle le président peut s'absenter du territoire national ne figure pas de façon explicite. On retient d'autres conditions. Mais il est malade. Donc, il est en incapacité physique et même mentale. Et il n'est pas disponible. Donc, sa capacité physique, son incapacité physique, dirais-je, entraîne de facto son indisponibilité. Traduction en français simple, le Cameroun n'a pas de président. Paul Biya euh, a, a, transformé le Cameroun en monarchie sans le titre. Il est devenu de facto le roi du Cameroun sans le titre. Parce qu'il viole la Constitution, c'est ce qu'on appelle le fait du roi. Il est conscient qu'il se maintient au pouvoir par la force, mais il est malade. Là, il est réduit à fauteuil roulant. Les gens sont venus l'accueillir. Euh, il ne peut pas faire 10 mètres tout seul. C'est pour ça qu'on chassait les journalistes. Et le pays est à l'arrêt. Le pays est à l'arrêt complet. Alors, de quoi souffre-t-il? De quelle pathologie souffre-t-il? Il va ensuite, dans un premier temps, se faire opérer les genoux. Il avait promis qu'il serait euh, à l'Assemblée générale des Nations unies. Il n'a pas été. C'était inscrit dans son agenda. Il était attendu au 19e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie, on ne l'y a pas vu. Il était attendu en Hambourg pour un sommet sur le climat, il n'a pas été vu là-bas non plus. Mais quand il va se faire soigner les genoux, je vous dis qu'il souffrait déjà d'un cancer de la prostate, il n'avait pas suffisamment de courage pour se faire opérer, mais on lui a dit que le mal pouvait se généraliser. Donc, il s'est fait opérer des genoux. Euh, il s'est fait opérer la gorge parce qu'il souffre d'un cancer de la gorge, mais il ne voulait pas se faire opérer du cancer de la prostate parce que ça entraîne certaines choses. Alors, c'est quoi le cancer de... C'est quoi d'abord la prostate? Parce qu'il ne faut pas confondre la prostate
et le cancer de la prostate. Voilà. La prostate en elle-même n'est pas une maladie. C'est un organe. C'est comme si vous disiez que quelqu'un avait l'oreille ou bien qu'il avait le nez, qui ne sont pas des maladies, mais qui sont des organes. Mais en revanche, il y a le cancer du nez, il y a le cancer des oreilles, il y a le cancer du poumon, le cancer du foie, ce qui n'induit pas que le foie en lui-même soit une maladie ou une pathologie. Donc, vous entendez beaucoup de gens dire euh, il a la prostate. Personne n'a la prostate. Tout le monde a la prostate. Je parle des hommes. Mais maintenant, le fait d'avoir la prostate, qui est une membrane entre le rectum et la vessie chez les hommes, euh, n'est pas une maladie. Mais maintenant, vous pouvez avoir un cancer de la prostate. Alors, il devait se faire euh, opérer, il avait refusé, mais ses médecins lui ont dit, Monsieur le Président, si vous ne vous faites pas opérer, ça va se généraliser. Alors, la prostate et ses lésions. La prostate est un organe. C'est une glande typiquement masculine d'une vingtaine de grammes située entre la vessie et le rectum, sujette à des transformations qui sont le plus souvent bénignes, mais qui peuvent être également malignes. Donc, la difficulté du cancer de la prostate résulte, comme je le disais l'autre jour, de l'apparition tardive des symptômes. Ceux-ci ne se manifestent en effet que lorsque la maladie est déjà à un stade avancé. On a expliqué au président camerounais que le principal traitement de ce cancer consiste dans l'ablation totale de la prostate et des vésicules séminales. C'est ce qu'ont subi d'autres patients célèbres avant lui, les Mandela, les Mobutu et consorts. Donc, ce n'est pas un traitement particulièrement agréable, car il entraîne des séquelles incommodantes comme l'incontinence urinaire ou l'impuissance sexuelle. Et quand on lui a dit que ça entraînait l'impuissance sexuelle, il a refusé. Depuis des années, parce que moi, je vous ai souvent dit ici qu'il a été opéré, mais non, il n'a pas été opéré. Donc maintenant, il y a des indiscrétions, et là maintenant, il a été contraint de se faire opérer. Alors, on lui explique, on lui dit, voilà, une des conséquences, c'est des séquelles incommodantes, comme l'incontinence urinaire ou l'impuissance sexuelle. Et ces rappels et explications l'ont plongé dans une anxiété visible, et il s'est efforcé de contrôler. Donc, il n'arrivait davantage pas à dissimuler une certaine admiration pour ceux qui l'ont fait avant. Mais une intervention chirurgicale comporte toujours une part d'incertitude et d'aventure qui n'est guère aisée d'intégrer dans des projets, surtout les projets d'un homme âgé. On n'affronte jamais une intervention chirurgicale sans une grande part de hardiesse. Donc, il faut être courageux. Et surtout quand on vous parle d'incontinence ou alors d'incapacité sexuelle. Or, le Nongui, il aime bien vivre, même à son âge avancé. Donc, on est dans cette situation avec un président physiquement incapable, impotent, comme diraient les anglophones. Donc, on le connaissait déjà dans ces situations. Voilà. Donc, il y a d'abord la fréquence de plus en plus élevée de la fatigue, des douleurs et de la souffrance. Par leur persistance et leur intensité croissante, elles lui rendent l'existence de moins en moins supportable. Et il a même dit à un de ses amis visiteurs du soir français, il a dit, je souffre vraiment, aurait-il confié. Jamais dans ma vie, dit-il, je n'ai connu une souffrance aussi forte, aussi puissante, aussi écrasante. Si la souffrance était un mal dont on pouvait se délivrer par l'argent, je crois que j'aurais racheté la mienne 1000 fois. Mais devant ce mal, l'argent est impuissant, totalement impuissant. Et à ces paroles, la première dame commence à le rouer de coups parce qu'elle n'aime pas qu'il souffre comme ça devant les gens, parce que ça ouvre le boulevard à la succession. Parce que ces gens comptent rester au pouvoir indéfiniment. Donc, voilà le mal, voilà la série des pathologies dont souffre bien, dont les médecins ont choisi d'être radicaux. Non seulement ils ont procédé à l'ablation de la tumeur cancéreuse, mais ils ont effectué également ce qu'on appelle une pulpectomie testiculaire. Léonard, toi qui es dans la médecine, tu nous diras ça. Une pulpectomie testiculaire, c'est-à-dire une castration chirurgicale.
Cette action est nécessaire parce que les hormones produites par les testicules sont connues pour servir des sucres nourriciers aux cellules du cancer, aux cellules de cancer, etc. Donc la castration a justement pour but de diminuer le taux et ainsi d'arrêter l'évolution du cancer. Voilà. Donc apparemment, l'opération se serait plutôt bien passée. L'autre l'aurait correctement supporté euh, et on a autorisé qu'il pouvait voyager, malgré les réticences de son entourage. Donc voilà à peu près où on en est. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'après. Est-ce qu'on va en profiter pour nous fourguer une succession de type despotique, c'est-à-dire ce que vous appelez couramment le gré à gré? Voilà. Donc, mes amis, je voulais faire un petit point. Voilà où nous en sommes. Nous avons reçu cette image nous indiquant que désormais il était cloué sous fauteuil roulant. Voilà peut-être ce qui explique son apparition furtive à l'aéroport, le fait qu'on est éloigné des journalistes, parce que l'homme a perdu 95% de sa capacité de mobilité. Voilà. Donc, à chacun de se faire son idée, mais au moins vous êtes au courant. À quelle sauce vous risquez d'être mangé. Merci et bonne journée, les amis.